Conseil des ministres, plan de lutte contre la pauvreté, financé en partie par l'alourdissement de l'impôt sur les grandes fortunes. Les chômeurs non indemnisés de plus de 50 ans toucheront une indemnité journalière. Le commerce extérieur en meilleure forme, un excédent de 477 millions de francs en septembre. La recherche européenne couronnée par le prix Nobel de physique attribué à l'italien Rubbia et au néerlandais Van der Meer, le biochimiste américain Merrifield, prix Nobel de chimie. Une grande voix française s'est éteinte, le ténor Georges Thill est mort à l'âge de 86 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore une affaire tragique et sanglante qui domine l'actualité ce soir. Une affaire qui illustre à la fois la psychose de l'insécurité et la violence irréfléchie d'un homme qui se trouve être un policier. L'affaire s'est passée hier soir tard à Lognes, dans le Val-de-Marne. Isabelle Bechler. Hier soir, Marc Dubay a un accident en voiture. Un policier qui rentrait chez lui veut l'aider, mais Marc se sauve. Le policier comprend alors que le véhicule est volé. Il rentre chez lui, appelle police secours, prend son arme de service et ressort. Il retrouve Marc dans le quartier, le ton monte, le jeune homme sort un pistolet d'alarme. C'est alors qu'arrive son petit frère et Franck, 17 ans, un de ses camarades. Le policier tire sur l'adolescent qui tente de lui échapper, puis se sert de sa victime comme bouclier. Philippe était à sa fenêtre. J'ai vu la personne, le policier, qui prenait... il était comme ça avec la personne, comme ça, et l'autre il s'est rapproché avec son pistolet d'alarme, il lui a tiré dessus. Et puis après, le flic il a répondu, il a riposté, et après le flic il est parti en courant par là-bas, puis les autres flics ils sont ramenés. Franck est à l'hôpital avec une balle à 2 cm du cœur, Marc a la mâchoire fracassée. À Lognes, c'est la consternation. La maman de Franck accuse. C'est un fou. C'est un fou. Pourquoi qu'il est moniteur de police qui apprend aux autres à garder son sang-froid, que lui n'a pas gardé son sang-froid. Et au contraire, il a non seulement pas gardé son sang-froid, mais il est retourné chez lui chercher un pistolet. C'est de la préméditation de toute façon. Il savait très bien qu'en ressortant, en ayant cherché son pistolet, il allait tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un de toute façon. C'était sûr, hein. Le procureur de la République n'a pas jugé utile d'écrouer le policier moniteur de tir. À son domicile, personne. Il a préféré quitter le quartier avec sa famille. Hier, un jeune Algérien abattu par un policier parce qu'il refusait d'obtempérer. Jeudi dernier, un policier abattu à Puteaux lors d'une fusillade dans des circonstances encore mal éclaircies. Autant d'exemples qui illustrent la difficulté qu'éprouve parfois la police à remplir son rôle et surtout à lui assigner ses justes limites. Paul Lefebvre. Christine, Nanterre, Paris, Lognes, en quelques jours, c'est beaucoup et c'est surtout révélateur au sein de la police de malaise profond, d'erreurs répétées et d'un état d'esprit dont le seuil de gravité est dépassé depuis longtemps. Malaise parce que les policiers eux-mêmes sentent que dans leur maison, il va falloir faire du ménage. Dépositaire d'une partie du pouvoir public, le policier n'est pas un citoyen comme les autres, il est au service des autres, il doit protéger les autres et parfois contre eux-mêmes. Erreur répétée, c'est d'avoir, pour le pouvoir politique, longtemps négligé la formation intellectuelle, technique et psychologique, surtout du policier. De gros efforts ont été faits, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Un policier n'est pas une machine à tirer, c'est un homme qui doit savoir quand il doit bien tirer. Enfin, il est mauvais l'état d'esprit qui se répand dans certains corps de police. Confronté à un climat de violence dont il est souvent victime, le policier est en plus l'objet de surenchères politiques, de tentations démagogiques et de fausses promesses. Ce métier est dur, ceux qui le font bien doivent être aidés, ceux qui se trompent doivent être punis, et vite et clair, pour l'exemple et pour que les policiers eux-mêmes apprennent où sont leurs limites. Ainsi, que devient le dossier du mort de la rue Rossini, qui traîne ses ombres depuis septembre 82 ? Les Français aiment bien leur police, surtout quand ils ont peur. Ils le disent tellement que les policiers pourraient être tentés, et certains le sont aujourd'hui, d'en faire trop dans le genre shérif pour n'être plus des mal-aimés. Mais le vrai shérif, vous le savez, c'est empêcher la foule de lyncher le voleur, d'autant que cette foule qui applaudit aujourd'hui est fort capable, dans la même passion, de siffler demain. Conseil des ministres, ce matin à l'Élysée, le gouvernement a adopté un plan d'urgence pour lutter contre la grande pauvreté, aggravée par le chômage et l'inégalité des modes d'indemnisation.
Pour financer ce plan, un prélèvement supplémentaire de 0,5% sera opéré sur les grandes fortunes de plus de 20 millions de francs dans le cadre du budget 85. Il s'agit d'une manifestation de solidarité nationale, a déclaré le chef de l'État en commentant les mesures proposées par le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité. Christian Marimono. Les plus grandes fortunes supérieures à 20 millions de francs paieront l'an prochain un supplément d'impôt d'1 demi-point pour financer les mesures contre la nouvelle pauvreté. Cela devrait rapporter quelques 500 millions de francs l'année prochaine, mais dès cette année, 200 millions seront dégagés. Ce dispositif de lutte contre la pauvreté s'articule autour de 3 axes. En premier lieu, le logement. Éviter les expulsions. Les aides sont prévues pour ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer. Enfin, certains logements sociaux pourront être fournis aux familles les plus nécessiteuses. Deuxième mesure, la nourriture. Les plus démunis pourront recevoir des excédents de viande, lait, fruits et légumes. Troisième mesure, l'aide publique augmentera pour les chômeurs en fin de droit. Ceux de plus de 50 ans ne percevant plus de location bénéficieront d'un minimum de 40 francs par jour. Des mesures qui ont surtout pour but de parer aux plus pressés. Les chômeurs âgés sont donc ainsi pris en compte. Ils sont 15 à 20 000 hommes et femmes de plus de 50 ans qui ne sont plus indemnisés. Patrick Bottet a rencontré un chômeur qui, depuis 1 an, cherche à survivre avec 40 francs par jour. Claude Dubois, 54 ans, tourneur mécanicien de formation, au chômage depuis 1 an et demi. Actuellement, il touche 1 200 francs par mois. Tout juste de quoi vivre, dit-il. Mais on se débrouille. C'est-à-dire on sort plus, on va plus au restaurant, par rapport à ce qu'on avait avant. Les vacances encore on y va, mais on y va beaucoup dans la famille. Comme la famille des soeurs dans le midi, bon, on arrive à se débrouiller. Heureusement que moi je mange pas beaucoup, je fume pas, bon, on arrive, donc je fume pas, je bois pas, bon, on arrive à se débrouiller. Vous faites du sacrifice surtout? Ah, surtout, oui. Ça, je suis pas au-dessus de mes moyens. Puis comme j'ai un petit jardin, moi, j'arrive à les m'aider, je me débrouille à faire quelques légumes, mes mères comme ça. Puis mon fils aussi, puis là, tous les deux, bon, on arrive avec les salades, je sais pas. Vous voyez, ceux qui ont pondu les lois, est-ce qu'ils seraient capables? Je vais même poser la question une fois, Yvette Roulier, laissez-moi vous entendre. Je vais poser la question s'il y a pour vivre avec 1000, même pas avec oui, je sais bien qu'elle m'a dit oui. Ah, je peux pas le dire, on peut m'amener même Mitterrand. Pour occuper son temps libre, Claude Dubois travaille aujourd'hui bénévolement à l'aménagement de la maison des chômeurs. Une confirmation, le SMIC sera augmenté de 2,2% au 1er novembre de façon à suivre la hausse des prix. Pour 39 heures par semaine, le salaire mensuel de base s'élèvera donc à 4 117 francs 59. Revenons au Conseil des ministres de ce matin et au projet de loi présenté par le garde des Sceaux pour améliorer l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation, surtout les piétons et les cyclistes qui sont jusqu'ici les moins bien protégés. Les chiffres sont impressionnants, quelques 2500 morts l'an dernier et 46 000 blessés. Pascal Guigné nous explique cette réforme à partir d'un exemple caractéristique. Chaque année, 300 000 personnes blessées dans des accidents de la route. 17% d'entre elles sont des piétons. Marie Bernadette, handicapée depuis maintenant 9 ans, 6 mois de coma, 2 ans avant de retrouver la parole, aucune indemnité. Ça s'est mal passé, très mal passé, quand je me suis aperçue que j'étais handicapée comme ça. Mais je sais pas comment vous dire. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Mais je sais pas, j'ai voulu me suicider parce que j'en ai eu marre. Je voulais pas de ma vie comme ça parce que je sais que je n'aurai jamais de copain ni de copine. 30% des victimes de la circulation n'étaient jamais indemnisées. Avec le projet Banater, tout change. Désormais, les piétons et les cyclistes de moins de 15 ans et de plus de 70 ans seront systématiquement indemnisés. Ceci, quelle que soit leur responsabilité éventuelle dans l'accident. Quant aux délais d'indemnisation, ils sont réduits. Les compagnies d'assurance présenteront aux victimes une offre de transaction dans les 8 mois. Quant aux primes d'assurance, elles n'augmenteront pas pour les automobilistes. Grâce au projet de loi, le travail des tribunaux sera allégé. Jusqu'à présent, un accident sur 4 donnait lieu à un procès.
Le commerce extérieur français confirme sa vigueur. Après les bons résultats du mois d'août, les chiffres de septembre annoncés tout à l'heure à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et du budget accusent un excédent de 477 millions de francs. Pour les 9 premiers mois de l'année, en données corrigées des variations saisonnières, le déficit global est ainsi ramené à 19 milliards de francs. Une tendance nourrie par la croissance des exportations et l'ardeur accrue des entreprises à s'attaquer aux marchés étrangers. C'est le cas de cette entreprise d'électronique que Jean-Marc Dubois a visité à Bourges et qui réussit à exporter sa production à Taïwan. À 10 000 km de France, à Taïwan, les Chinois entendent le même French Cancan avec la même qualité sonore sur une chaîne 100% française. C'est l'exploit que réalise Audio Analyse, une petite société de hi-fi française installée près de Bourges. Vendre des chaînes complètes au paradis de l'électronique. Taïwan, Singapour, Hong Kong, un pari fou. A priori, oui. Et quand on y réfléchit bien, quand on connaît le contexte économique, non, finalement, c'est peut-être plus facile qu'en Europe de l'Ouest. Le nouveau riche à Taipei ou à Singapour, quand il va acheter une voiture, c'est pas une marque japonaise ou américaine qu'il va prendre, c'est une marque européenne, allemande ou suédoise. Et pour la hi-fi, c'est un peu pareil. Si son voisin de palier achète une chaîne japonaise, lui, pour se démarquer, va vouloir acheter une chaîne européenne, voire française, puisque les produits de luxe en prêt-à-porter, en parfum, en haute couture sont très prisés là-bas. Créé en 1977, Audio Analyse a fait le choix de la hi-fi haut de gamme, de 9 000 à 90 000 francs. C'est cher, mais ça se vend, surtout à l'étranger. Résultat, cette platine a reçu en 1982 l'Oscar de la meilleure platine au monde. Et cet objet bizarre est le dernier ampli d'Audio Analyse. Il vient d'être acheté par le Musée d'Art Moderne de New York pour y être exposé. 2 exemples qui expliquent pourquoi Audio Analyse exporte déjà 20% de sa production. L'année prochaine, on va dépasser sans doute le tiers de notre chiffre pour atteindre progressivement peut-être même la moitié. L'arme absolue dans la hi-fi, c'est l'innovation. Celui qui en est chargé par Audio Analyse n'est pas un Français, mais un Anglais, ça aide. Quand il y a un monsieur de Singapour qui téléphone en anglais avec un accent très difficile à comprendre rapidement, moi c'est moi qui prends le téléphone pour pouvoir discuter avec lui. Prochain objectif après Taïwan, Séoul, puis Sydney en 1985. Ça mérite bien un hymne à la joie. Le président Mitterrand a tenu à souligner l'importance d'un secteur bien particulier dans les réussites françaises à l'exportation en recevant tout à l'heure à l'Élysée les créateurs et les industriels de la mode, les grands couturiers et les moins grands qui vendent à l'étranger une certaine image de la France. France Roche. Cet après-midi, l'Élysée portait ses lustres comme des boucles d'oreilles et ses rideaux comme des capes. Le président de la République recevait les créateurs de mode. Escorté de Madame Mitterrand, d'Édith Cresson et de Jacques Lang, on le voyait à la fois inspiré par la femme, le commerce et l'art. Des vedettes servaient de mannequins aux couturiers, Stéphanie de Monaco pour Dior, Catherine Deneuve pour Saint-Laurent, Pascal Augier pour Dorothée Biss, Marie Laforêt pour Nina Ricci, et Inès de la Fressange, mannequin vedette pour Chanel. Certains avaient joué les dissidents, Tarladzi était arrivé en blue jean et Maïté Girbeau en basket et soquette, mais dans l'ensemble, il y avait ce qu'on appelle du très beau linge. Et le président fit grand plaisir à tout le monde, vous allez en juger. Je crois qu'on doit traiter la mode autour de 2 idées. La première est qu'il s'agit d'un art. On dira art mineur, qui le sait. Le plus souvent, j'observe qu'il s'agit, en raison même de ce qu'elle comporte, d'un art majeur. La création des styles de mode peut être considérée comme l'un des beaux-arts. Il annonça l'inauguration l'an prochain du musée de la mode avec un événement conçu par Edmond de Charleroux et Yves Saint-Laurent, la création de l'Institut de la mode, et sans s'embarrasser de statistiques sur les devises, il déclara que le prêt-à-porter, c'était le prêt à vivre. Qu'il vanta de plus le goût de séduire. Nos vedettes ne se sentaient plus.
Quand on est quelqu'un de connu et qu'on est dans des soirées officielles, c'est vrai qu'on sait qu'on vous regarde plus que d'autres personnes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une responsabilité agréable, mais c'est vrai que oui, j'en suis consciente. Mais la mode, c'est une chose formidable. Ça fait travailler pratiquement, peut-être les 2/3 du monde. Tout le monde est dans le textile. Du mouton que l'on élève à la poubelle ou alors au marché aux puces, qui fait que ces robes sont vendues. C'est un énorme commerce et c'est grâce à la marge de la création que tout ça peut se faire. À l'Assemblée nationale, poursuite du débat sur le projet de budget 85. Le Parti communiste a joint ses critiques à celles de l'UDF et du RPR en mettant en doute la baisse des impôts et en critiquant particulièrement l'augmentation insuffisante, selon les communistes, de l'impôt sur les grandes fortunes. Répondant plus tard aux questions d'actualité, le Premier ministre Laurent Fabius a lancé une nouvelle fois un appel au rassemblement de tous les Français, au-delà de certains excès du langage politique. Mais dans les couloirs de l'Assemblée, on discutait bien plus encore de l'affaire du droit de réplique des différents partis politiques au quart d'heure mensuel dont dispose désormais sur TF1 le Premier ministre. Le RPR et l'UDF ont décidé de refuser de participer demain à l'émission accordée à la réplique. Écoutons les explications de leur porte-parole. Nous ne voulons pas servir de faire-valoir dans des conditions qui ne sont pas du tout celles de l'égalité. Car le Premier ministre va répondre à un grand journaliste de TF1 et nous serions contraints d'enregistrer 7 minutes de ce qui apparaîtra évidemment comme purement politique. Alors nous disons qu'il n'y a pas d'égalité dans ce droit de réponse, que nous ne voulons pas aider à une opération, une manœuvre politicienne du Premier ministre qui de toute façon peut s'exprimer comme il le veut, quand il le veut, parce qu'il est Premier ministre. Mais pourquoi M. Fabius éprouverait-il le besoin à un certain moment d'enlever en quelque sorte son manteau de Premier ministre pour s'exprimer, paraît-il, comme M. Fabius en tant que tel? Ça, nous pensons que c'est une manœuvre et que c'est de la pure propagande. Imposer aux Français, le lendemain de la prestation du Premier ministre, pendant demi-heure, successivement, 4 interventions politiques, comme si nous étions en période électorale, nous paraît ne pas intéresser les Français. Et en tout cas, nous refusons de tomber dans le piège du gouvernement, car il s'agit encore, à l'évidence, d'un piège. Alors que le gouvernement, s'il le veut, chez les chaînes de télévision aussi, organise des débats face à face, contradictoires, sur les grands sujets qui intéressent les Français. L'endettement, la nouvelle pauvreté. Voilà ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas tomber aujourd'hui dans le piège que nous tend le gouvernement. Le Parti socialiste et le Parti communiste ont confirmé de leur côté leur intention de participer au droit de réplique organisé sur TF1. Demain, 3e réunion tripartite, pouvoirs publics, syndicats et repreneurs éventuels pour tenter de débloquer le dossier Creusot-Loire. Aujourd'hui encore, des travailleurs du Creusot ont occupé des gares en Saône-et-Loire et bloqué le trafic ferroviaire entre Paris et Lyon. Martine Gilson. Toute la journée, comme ce soir à Louhans, près du Creusot, manifestants et forces de l'ordre ont joué à cache-cache. Les premiers occupant successivement 5 gares, les seconds les évacuant. Un seul objectif pour les manifestants, peser sur les négociations qui doivent se poursuivre demain à Paris sur le reclassement des licenciés de Creusot-Loire. Bien entendu, toutes ces actions ont provoqué d'importants retards sur la ligne TGV de Paris-Lyon et sur la ligne normale. Ce soir, le trafic du TGV est rétabli, mais il faudra du temps pour résorber complètement les retards. Repli général du dollar aujourd'hui sur les places financières du fait d'une intervention massive de la Banque centrale allemande. À Paris, la devise américaine a baissé de 10 centimes en cotant 9,52 francs. Le dollar est le prix du pétrole. Après la Norvège, la Grande-Bretagne a décidé à son tour de baisser le prix du brut de la mer du Nord. Voilà 30 jours maintenant que notre ami Jacques Abouchar est prisonnier des forces soviéto-afghanes à Kaboul. Le chargé d'affaires français a enfin obtenu le droit de lui rendre visite et le verra sans doute demain. Le Conseil de l'Europe a demandé aujourd'hui à l'Afghanistan et à l'Union soviétique de respecter les garanties de protection offertes à un prisonnier civil par les traités internationaux. Le Comité pour la libération de Jacques Abouchar appelle les journalistes et tous ceux qui se sentent concernés par le droit à l'information à manifester demain à Paris. Le rassemblement aura lieu à 12h30 devant l'ambassade d'Afghanistan et une marche silencieuse est prévue jusqu'à l'ambassade d'Union soviétique.
Les relations entre Moscou et Washington, toujours à l'épreuve de déclarations qui soufflent tantôt le tiède, tantôt le froid, la Maison-Blanche a rejeté aujourd'hui la proposition faite par le numéro 1 soviétique qui, dans un entretien accordé au Washington Post, à 3 semaines des élections américaines, invitait Washington à accepter les positions de Moscou en matière de contrôle des armements. L'Irak a donné le feu vert à la Turquie pour que celle-ci mène une opération militaire contre les Kurdes irakiens alliés à l'Iran et qui depuis plusieurs semaines font des incursions armées en territoire turc. L'armée turque devrait entrer en action tout au long de la frontière. Les prix Nobel de physique et de chimie ont été attribués aujourd'hui à Stockholm. En physique, c'est la recherche scientifique européenne qui est récompensée puisque le prix est partagé entre 2 savants du Centre européen de recherche nucléaire, l'Italien Carlo Rubbia et le Néerlandais Simon van der Meer. Jacques Violet. Simon van der Meer, néerlandais, 59 ans. Il est ingénieur au laboratoire de recherche sur la physique des particules depuis 28 ans. C'est lui qui a inventé la machine et la méthode utilisée pour ses découvertes. Carlo Rubbia, lui, est italien, 50 ans. Il est entré au Centre européen de recherche nucléaire de Genève en 1960. Il a pensé à utiliser la machine et les méthodes de son collègue hollandais. Le sanctuaire de leur recherche, le CERN, situé à cheval sur la frontière franco-suisse. 7000 chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillent dans ce centre pour l'étude des particules. Ces grains minuscules qui composent la matière, c'est-à-dire la vie. Il y a ici plus d'ordinateurs que dans toute la Suisse. Pour percer les secrets de la matière, les physiciens accélèrent les particules à 300 000 km/s, pratiquement à la vitesse de la lumière. Et dans un accélérateur, un énorme tube où le vide est parfait, on va précipiter les particules les unes contre les autres. Les photographies de ces collisions seront analysées et permettront de chercher l'existence de nouvelles particules. C'est le cas du boson W et Z découvert par Carlo Rubbia. C'est le royaume de l'infiniment petit. Le prix Nobel de chimie a été décerné à un biochimiste américain, Bruce Merrifield, 63 ans, qui a mis au point une méthode originale de synthèse organique qui fait progresser la chimie des protéines et la chimie des acides nucléiques. Le gouvernement belge est de plus en plus inquiet devant la vague d'attentats qui, depuis 15 jours, frappe tantôt des sociétés travaillant pour les industries de défense de l'OTAN, tantôt les sièges des partis politiques au pouvoir. Ainsi, la nuit dernière, une explosion a ravagé à Gand les sièges du Parti social-chrétien flamand. Pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels. Vous le voyez, ce nouvel attentat a été revendiqué par les cellules communistes combattantes. 12 et 9 ans de prison, ce sont les peines auxquelles ont été condamnés aujourd'hui à Amsterdam 2 des ravisseurs du roi de la bière, Freddy Heineken, et de son chauffeur, qui avait été séquestré en novembre 1983. Une inculpation qui fait grand bruit à Colmar. Antoine Gros, 63 ans, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, a été inculpé de trafic d'influence et de corruption. Il a probablement été dénoncé. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris doit décider lundi prochain s'il convient ou non de le placer sous contrôle judiciaire. L'instruction est en cours. Il est mort hier à l'âge de 86 ans, mais pendant longtemps encore, il restera le plus célèbre ténor français contemporain. Georges Thill s'est éteint à l'orgue dans le Var. Il avait fait ses adieux à l'Opéra de Paris en 1953. Et c'est entre les deux guerres surtout qu'il avait régné sur les grandes scènes lyriques internationales. Jean-Claude Darigo. Musique dira l'émerveillement de mes yeux quand tu vins apparaître dans le soleil. Il allait fêter ses 87 ans le 14 décembre, Georges Thill. Georges Thill dont on a dit qu'il était le ténor français du XXe siècle. Retiré de la scène depuis plus de 30 ans, ses disques continuaient à faire le plaisir des adeptes du bel canto. Personne n'a égalé jusqu'à ce jour la luminosité, la parfaite égalité, l'étendue de sa voix. Avec lui, affirment les mélomanes, on allait jusqu'au fond d'un phrasé, il était parfait. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous écoutez chanter? Beaucoup de choses. Quelquefois je me dis ça c'était bien, et d'autres fois je me dis oh là là pourquoi tu fais ça comme ça? Très souvent. Je voudrais bien pouvoir recommencer les disques, mais là c'est trop tard maintenant.
Georges Thill avait plus de 50 rôles de premier plan à son répertoire. Gluck, Wagner, Puccini, Delibes, Massenet. Mais de lui, on gardera aussi, et ses amis disent surtout, le souvenir d'un homme au cœur large, sans vanité, sans jalousie, dans un univers, celui de l'opéra, où fleurissent souvent les rivalités mesquines et les coups bas. Georges Thill, un grand monsieur de l'art lyrique. Les pronostics de Pierre Bresse maintenant pour le quartet de demain à Enghien. Vous allez les découvrir sur votre écran. Les voici: le 14, le 15, le 2, le 11, le 12, le 7, le 9 et le 13. Et maintenant, Alain Gillot-Pétré va nous parler du temps de demain. Eh bien, chère Christine, c'est le grand nettoyage d'automne. Ça y est, la météo fait place nette, les brouillards, c'est fini, il ne restera presque plus demain à l'approche d'une tempête. Et oui, elle se creuse, elle s'est creusée cet après-midi, nous disait la météo nationale, regardez-la, elle est très active, elle est très belle, elle se situe ici. Il y avait une chute de pression effroyable en Atlantique, autant dire qu'elle va effleurer le nord-ouest du pays et que ça va souffler demain très fort en Manche, force 10 Beaufort, c'est vous dire. L'anticyclone, lui, s'en va, il s'effondre, et donc les perturbations atlantiques vont maintenant pouvoir circuler, mais alors sans problème, dans un flux d'ouest actif pendant plusieurs jours. Regardez la carte et surtout regardez le nord-ouest. C'est au nord-ouest du pays qu'en milieu de journée, il y aura la tempête qui aura commencé à souffler d'ailleurs en fin de nuit, des vents de sud-ouest forts. On peut penser qu'ils dépasseront les 100 km/h sur les côtes et qu'à l'intérieur, ils pourraient atteindre 80 km/h. La pluie sera forte aussi et la mer sera forte également. Cette tempête, ce mauvais temps, gagnera d'ici la fin de la journée prochaine, d'ici la fin de demain, donc la moitié nord du pays. En attendant, en milieu de journée, du sud-ouest au bassin parisien et au nord-est, le ciel sera variable mais se chargera de plus en plus. Sur le reste du pays, disons du nord du Massif central au Morvan, à la Franche-Comté, au Vosges et à l'Alsace, après dissipation des brouillards, ce sera du beau temps, en attendant les nuages, et sur le reste du pays et la Méditerranée notamment, du beau temps de toute façon. Le baromètre s'effondre, le thermomètre ne bouge pas pour le moment. Voici les températures prévues pour demain. 18 degrés dans le nord-est, 17 à Paris, 17 dans le nord, 14 à 17 sur le centre-ouest, la Bretagne et le Cotentin, 16 à 21 sur le centre et le Massif central, 18 à 22 sur le sud-ouest et 21 à 23 sur la Méditerranée. Profitez-en bien avec des perturbations comme ça ne pourra pas durer très longtemps. Demain, c'est le jeudi 18 octobre, on aura 4 minutes de soleil en moins, c'est effrayant. Levé 7h15, couché 17h55 à Paris. Bonne fête à tous les Luc et qu'ils saluent leur patron, Luc, qui est le patron des peintres et des médecins, ça fait du monde. Quelques images pour terminer ce journal en beauté et aussi pour nous réchauffer. Des images de désert avec l'arrivée du rallye des pharaons. Dominique Leglou. De Dominique Leglou, vous voyez ici la voiture qui a terminé en tête et qui est pilotée par un Français, Gérard Sarrazin, qui conduit une Arrow Proto. Le rallye des pharaons s'est donc terminé hier. Dans la catégorie des motocyclistes, c'est un Belge, Gaston Raillet, qui a terminé en tête. Voilà, tout à l'heure à 22h55, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.